parler le langage du cerveau, c'est-à-dire amener des outils, que ceux-ci soient numériques, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ou des méthodes intellectuelles, qui permettent de parler le langage de l'autre pour que son cerveau comprenne mieux, tout simplement. Donc c'est ça l'idée. Là, on a à peu près 3/4 d'heure ensemble. Comment la présentation va s'articuler? Déjà, je vais essayer de faire en sorte que ce soit un petit peu ludique. Donc on commencera par une sorte de petit jeu questions-réponses pour venir sur quelques grandes pensées qu'on a sur le fonctionnement du cerveau. Et ensuite, vous aurez une présentation du logiciel avec d'abord un retour sur expérience de Pierre-Louis Coursan, qui est avec moi, qui se présentera également, qui est un des clients pionniers de ce type de logiciel. Et je vous présenterai également comment tout ça fonctionne. J'ai d'abord 2-3 questions à vous poser. On va faire un petit jeu. J'ai pas la manette des millions sur moi, mais s'il y a un gagnant, on s'arrangera. On utilise en moyenne 10% de notre cerveau, 30% de notre cerveau, 100% de notre cerveau, ou autant de QI qu'une huître. Selon vous, comme ça, sur ceux qui... 10 ? Là, j'entends 30 ici, qui dit mieux? 30 ? Ouais. C'est souvent la réponse qui revient souvent. C'est un mythe. C'est un mythe. C'est un mythe qui a la peau super dure. On appelle ça les neuromythes un petit peu. Il y a comme ça des tas de mythes qui tournent un petit peu autour du fonctionnement du cerveau, et celui-ci en a un qui a vraiment la vie dure. En vérité, on utilise 100% de notre cerveau. Notre cerveau, pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne, il faut essayer d'imaginer une sorte de grande commode dans laquelle vous avez des tiroirs, et vous avez le tiroir de l'émotion, le tiroir de la mémoire, le tiroir de l'attention, etc. Vous avez tout un tas de tiroirs. Et ces tiroirs-là, en vérité, vous les utilisez tous. Vous utilisez tous les tiroirs de votre cerveau à 100%. D'où ça vient ce ratio-là? En fait, ça vient d'un vieux ratio qui date de l'époque freudienne, où à ce moment-là, en psychanalyse, on expliquait qu'un comportement, c'était 70% d'inconscient et 30% de conscient. Sauf que ce rapport entre l'inconscient et le conscient, dans la vulgarisation qui s'est faite, journalistique et scientifique, est devenu de plus en plus un 70% finalement qu'on n'utilise pas et 30% qu'on utilise. Et pour les plus pessimistes, 10%. Mais en vérité, ça n'a rien à voir. Ça date de théories freudiennes sur l'inconscient, sur la psychanalyse. Mais en vérité, le cerveau, on utilise 100%. Pour comprendre comment ça fonctionne, il suffit juste de vous imaginer conduire une voiture. Vous conduisez une voiture, vous allez utiliser 100% des fonctionnalités de la voiture. Vous allez utiliser le pommeau de vitesse, quand vous allez tourner les roues, ça va tourner des vérins qui vont tourner d'autres vérins et ainsi de suite. Vous allez utiliser la radio, vous allez utiliser 100% des fonctionnalités de la voiture. Par contre, ce n'est pas pour ça que vous allez rouler à 100 km/h en ville. Vous n'allez pas utiliser toute l'intensité de la voiture. Le cerveau, c'est exactement la même chose. À l'intérieur, c'est de l'électricité, c'est de l'ampérage. Vous utilisez 100% des fonctionnalités de votre cerveau, mais vous n'en utilisez pas avec la même intensité toutes les aires. Sauf qu'avec 95 milliards de réseaux de neurones que vous avez dans la tête, en termes d'intensité, vous avez un nuancier colossal, et ce nuancier colossal va générer toute la diversité de personnalités et d'attitudes que nous avons. De la même manière que quand on conduit une voiture, on a tous la même voiture, même si on n'a pas la même marque, on a de la tôle autour de nous, on a des sièges, on a 4 roues motrices, on a 4 roues, on a moteur, etc. Par contre, on n'a pas la même manière de conduire. Le cerveau, c'est la même chose. Nous avons le même cerveau, mais on n'a pas la même intensité pour l'utiliser. Et ça, c'est le premier cœur de la méthode, c'est essayer de comprendre comment sur une même aire cérébrale, un individu va plus utiliser par exemple sa mémoire, un autre individu va plus utiliser ses émotions, et tout le tout-team en fait. Tout est une question d'intensité. Et c'est cette variable d'intensité qui va être la clé de voûte de logiciels
dédié à l'intelligence artificielle pour essayer de comprendre le cerveau et sa mise en application. On y va ? Allez, question numéro 2. Faut le relancer. Pour un cerveau, avoir confiance en soi, c'est être sûr de soi et de ce qu'on va dire. C'est se connaître soi-même, sûr de soi ou non. C'est une compétition avec l'autre que mon cerveau veut gagner, ou c'est battre Mike Tyson au bras de fer. B, A, B, j'ai 2 B, 1 A. B aussi, plusieurs B. Eh bien, effectivement. Pourquoi je pose cette question ? Parce que souvent, on pose la question de la confiance en soi, et notamment de la confiance en soi managériale, sur des principes d'assurance. C'est-à-dire que si je suis sûr de moi, j'ai confiance en moi. Mais en vérité, le cerveau ne fonctionne pas tout à fait comme ça. La confiance en soi, ça vient d'où ? Ça vient de notre capacité à se projeter. En vérité, votre cerveau, c'est une machine à se projeter dans l'avenir. On passe notre temps à se projeter dans l'avenir. Là, en ce moment, vous êtes en train de vous projeter dans l'avenir. Pour comprendre ce que je suis en train de vous dire, votre cerveau actuellement est chaque fois en train d'imaginer ce que je vais dire. Vous ne comprenez pas ce que je dis, vous imaginez ce que je vais dire. Dès que je commence à prononcer un mot, dès la première syllabe, votre cerveau anticipe la syllabe suivante et donc imagine le mot que je vais prononcer. Et il passe son temps à faire la différence entre j'ai eu raison, c'est ce mot-là, et j'ai eu tort. Et c'est à la milliseconde, hein, c'est une sacrée machine à l'intérieur. Ça va vite. Mais en vérité, c'est ça. C'est pour ça que peut-être que vous avez déjà fait des jeux sur Internet où vous lisez un texte et on a remplacé par exemple les voyelles par des chiffres et vous arrivez quand même parfaitement à lire le texte. Et bien ça vient du fait que c'est parce que votre cerveau ne lit pas, il imagine, systématiquement. C'est même la raison pour laquelle l'apprentissage de la langue, il est si important de lire énormément pour connaître les mots, parce que si je ne connais pas les mots, le cerveau ne peut pas les imaginer. Donc je ne peux pas apprendre si je ne connais pas les mots. Mais à la base, c'est ça. Donc ça veut dire que le cerveau passe son temps à projeter dans l'avenir ce qu'il va faire. Et l'origine de la confiance en soi, c'est celle-là. C'est-à-dire que la confiance en soi, ce n'est pas une question de timidité ou d'assurance. Ce n'est pas une question de personnalité. C'est une question de projection. Plus je me connais moi-même, moins j'ai de zones d'incertitude, plus j'aurai confiance en moi. Moins je me connais moi-même, plus le cerveau a de zones d'incertitude, plus il va avoir du mal à se projeter dans l'avenir, et plus il va perdre confiance en lui. La confiance est liée à la projection. C'est très important. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus je connais l'autre, plus je vais lui donner aussi confiance en moi. Et ça, c'est une des clés managériales. Je peux expliquer pendant des années qu'un collaborateur est important à mes yeux. Si je ne lui démontre pas que je cherche à le connaître, ça ne sert à rien. Pour son cerveau, ça ne sert à rien. Le fait que je lui dise qu'il est important ou le fait que je fasse attention à ma communication aura beaucoup moins d'importance que si je démontre que j'essaye de le connaître. Parce que c'est la connaissance de l'autre qui va générer la confiance en l'autre. Et donc, le cœur de cet outil, c'est d'amener des éléments qui permettent de dire à l'autre « je cherche à te comprendre ». On n'est même pas obligé d'y arriver. Pour ça, notre cerveau, il n'est pas rancunier. En vérité, le cerveau vous en voudra toujours de vous tromper, mais il vous le pardonnera. Par contre, il ne vous pardonnera jamais de ne pas avoir essayé. En vérité, c'est ça qui se passe. Donc la connaissance de l'autre et de soi est cruciale dans le management, avant même la qualité en communication. Je veux faire parler un candidat en entretien de recrutement. Son cerveau attend de moi qu'on émette des hypothèses sur lui, qu'on lui pose des questions, qu'on parle de sa personnalité, qu'on lui donne des œufs durs. B. J'ai un A ici, j'ai un B ici. C. J'ai un petit peu tout, personne n'ose le D. B.
C'est un faux ami, ça. En vérité, pour un cerveau, une question, c'est une défiance. C'est-à-dire que si je vous pose une question, ça veut dire que d'une certaine manière, je suis en train de vérifier si vous allez dire vrai ou pas. Si j'émets une hypothèse sur vous, ça veut dire que je suis en train d'essayer de vous connaître et je vérifie si j'ai raison ou pas. C'est une question de forme, mais derrière cette question de forme, ça a une importance considérable dans le sentiment et dans la perception d'un candidat. Vous posez une question, en vérité, vous êtes en train de créer de la distance avec le candidat. Vous n'êtes pas en train de lui expliquer « j'essaye de te connaître », vous êtes en train de lui expliquer « j'essaye de me rassurer, donc je te pose des questions ». C'est ce signal-là que vous envoyez à son cerveau. Même si ça vient d'une très bonne intention, hein, c'est un signal que vous envoyez à son cerveau. Si par contre, vous émettez des hypothèses sur lui, quitte à vous louper, c'est pas grave. Le signal que vous envoyez, c'est « j'essaye de te connaître, donc j'émets des hypothèses ». Si j'émets des hypothèses, ça veut dire que j'émets de l'intérêt vers toi. Et si j'émets de l'intérêt vers toi, alors son cerveau sent que vous cherchez à créer du lien avec lui. C'est la raison pour laquelle, si je raisonne d'un point de vue neuroscientifique pur, un entretien de recrutement, ce n'est pas une somme de questions que l'on pose à des candidats, c'est une somme d'hypothèses que l'on pose et un échange qui s'entretient à partir de ces hypothèses. Et vous verrez, et là, avant même de passer par un outil en intelligence artificielle, si vous émettez des hypothèses sur quelqu'un, de manière absolument naturelle, si vous avez raison, il va vous le dire, et si vous avez tort, il va vous le dire. Et il va immédiatement vous dire la vérité. Lorsque vous posez des questions, vous avez beaucoup plus de chances qu'il vous explique ce qu'il va réciter, ce qu'il a appris, ce qu'il a l'habitude de dire. Si vous émettez des hypothèses, il va tout de suite vous donner la vérité, ce qu'il pense de lui ou de l'entretien. Immédiatement. Parce que c'est naturel, c'est un chemin court pour le cerveau. Il est beaucoup plus simple pour un cerveau de répondre à une hypothèse qu'on émet sur lui, plutôt que de répondre à une question qu'on lui pose. Et comme notre cerveau il est feignant, il aime bien utiliser le moins d'énergie possible, et bien plus vous émettez des hypothèses, plus vous respectez la feignantise de l'autre. Et ça, c'est super. Donc ça veut dire que le logiciel, et on le verra tout à l'heure, est pensé pour permettre à un manager ou un recruteur d'émettre des hypothèses sur une personne et non pas de poser des questions à une personne. Tout simplement pour parler le langage du cerveau. Ce que le cerveau d'un collaborateur attend de son manager, c'est de la clarté et savoir quoi faire, de sentir qu'il essaye de le comprendre, de se sentir considéré et soutenu ou de danser la salsa dans le bureau. B ici, C, j'ai du B et du C, par là. Donc là j'ai 2 B, 1 C. Par ici, C aussi. J'ai une majorité de C. Allez, on va voir. Donc là, normalement, vous commencez à me détester pour ceux qui ont dit B. Alors ouais, c'est un faux ami aussi. Le côté se sentir considéré, soutenu, la reconnaissance, c'est quelque chose qui est mis beaucoup en avant en management et effectivement, c'est très important. Mais la reconnaissance, pour le cerveau, ce n'est pas un sentiment, c'est une conséquence. C'est-à-dire que je me sens reconnu parce qu'à la base, on a cherché à me comprendre. Si on n'a pas cherché à me comprendre, vous pouvez mettre en place tous les systèmes de reconnaissance. L'année suivante, vous aurez les mêmes problèmes où on vous dira « on manque de reconnaissance ». Je suis quasi sûr que là, il y en a qui l'ont vécu ici. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on peut mettre en place un système de primes, d'augmentation, de parler vrai, des systèmes de team building, ce qu'on veut. L'année suivante, on vous expliquera ouais, mais on n'est pas reconnu. Ouais, on n'est pas reconnu parce qu'en vérité, la reconnaissance, la considération est une conséquence. Mais si je ne soigne pas l'origine qui est je cherche à comprendre l'autre, je peux faire tous les systèmes que je veux, je vais offrir de la reconnaissance, mais par contre, cette reconnaissance ne sera pas mémorisée. Et comme elle n'est pas mémorisée, ben, tous les efforts qui sont lancés
là-dessus sont à refaire chaque année. Et il faut toujours refaire et refaire les politiques de reconnaissance. Parce que le cerveau est câblé comme ça. La reconnaissance, on n'est pas fait pour mémoriser facilement quelqu'un qui vient vous reconnaître. Par contre, on est fait pour mémoriser facilement quelqu'un qui vient vous comprendre. Ça, on sait faire. Donc plus vous activez des systèmes qui permettent de comprendre l'autre, plus vous allez faciliter l'ensemble des politiques de reconnaissance qui vont suivre. Allez, une dernière. Faire un feedback à un collaborateur, c'est se montrer convaincu, partager sa conviction. C'est s'exprimer clairement, provoquer l'adhésion. C'est lui dire ce qu'on attend de lui. Ou c'est partager une pizza. Selon vous, c'est, j'ai beaucoup de C ici, c'est, j'ai un B, j'ai un A, B, allez. Voilà, je vous ai posé que des pièges, hein. C'est pour le fun, c'est aussi c'est pour vaincre un petit peu les faux amis qu'on a tous autour de nous là-dessus. Ouais, en fait, souvent le feedback, on pense que c'est le fait soit de s'exprimer clairement ou dire ce qu'on attend de la personne. C'est effectivement très important, mais c'est pas ce que le cerveau recherche en premier à la base. Il y a une grande différence de posture entre s'exprimer clairement et être convaincu. En gros, entre justifier ce qu'on dit, justifier ce qu'on est en train de dire, chercher à convaincre, et être convaincu. Lorsque vous essayez d'expliquer à quelqu'un quelque chose de très clair, de poser les mots, tout ce que vous voulez, vous êtes en train de lui expliquer « essaye de comprendre ce que je te dis ». Donc en fait, vous êtes en train de lui intimer un ordre. Pour son cerveau, c'est ça que vous êtes en train de faire. Lorsque, au contraire, vous êtes convaincu de ce que vous dites, et vous dites « voilà, je suis convaincu qu'il faudrait faire ça comme ça ». Ou alors, je pense que, allez, je vais mettre une hypothèse, je pense que tu fonctionnes comme ça ou comme ça. Lorsque vous partagez une conviction, en vérité, ce que vous envoyez comme signal au cerveau de l'autre, c'est de lui dire « ah, en fait, il est convaincu, donc c'est peut-être dans mon intérêt de comprendre pourquoi il est convaincu. » En fait, c'est ça que le cerveau va se dire. Donc en vérité, plus vous avez un discours dans lequel vous allez chercher à dire pourquoi vous êtes convaincu, plus vous allez créer du lien. Plus vous allez chercher à avoir un discours qui cherche à mettre de la clarté dans les attendus, beaucoup de visibilité, c'est très bien, c'est très rassurant, mais en vérité, à ce moment-là, pour l'autre, vous êtes en train de vous parler à vous-même. Donc malgré vous, vous êtes en train de créer de la distance. En pensant créer de la clarté et donc du partage, vous créez de la distance. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien d'être clair, mais ça veut dire que dans la forme, dans la manière d'amener les choses, si vous n'apportez pas d'abord un sentiment de conviction pour dire « je pense qu'il faut voir les choses comme ça » ou « j'ai envie d'émettre telle hypothèse sur ton fonctionnement », eh bien vous pétez un chaînon pour le cerveau et résultat, vous créez un sentiment de distance. La conviction passe avant la clarté. Et si ce n'était pas le cas, il n'y aurait pas de vie politique. Toujours comme ça. La conviction passe avant tout. Donc ça, c'était les quelques points déjà que je voulais souligner avec vous sur quelques faux amis qu'on a en matière de communication, tout simplement parce qu'on a des habitudes, on n'y pense pas, mais ce n'est pas forcément ce que le cerveau attend. Ça n'empêche pas de communiquer. C'est juste que ce n'est pas ce que le cerveau attend pour mieux comprendre un message. Et sur la base de ces postulats, il y a de l'intelligence artificielle qui peut être créée. Comment faire pour aider quelqu'un à émettre une hypothèse plutôt que de lui faire poser des questions? Comment faire pour aider quelqu'un à déployer un esprit de conviction lorsqu'il est dans l'échange avec quelqu'un plutôt qu'il se soucie de la clarté? Comment je fais pour créer du lien avec un candidat en recrutement plutôt que de créer de la distance? En fait, c'est pour répondre à ces questions-là que cet algorithme a été construit. Alors, avant de vous montrer l'algorithme, et là, on va garder un esprit scientifique, on va parler aussi déjà des faits, c'est-à-dire comment est-ce que c'est utilisé et quelles sont les retombées. Et là, je donne la parole à Pierre-Louis qui va se présenter.
Bien, bonjour, Pierre Loï, donc je suis le président d'une société qui s'appelle Numeria Communication. Je l'ai créée il y a une dizaine d'années avec mon associé. Aujourd'hui, on est une quinzaine de collaborateurs. On intervient plutôt en Auvergne-Rhône-Alpes, Clermont-Ferrand, Lyon et aussi la Suisse avec Genève. Globalement, j'ai connu Jean-Marie, moi, il y a 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans, un truc comme ça, pas loin, chez un client en fait, qu'on avait en commun par rapport à une création de site internet. Et je vois Monsieur Lenoir, très sûr de lui, qui commence un petit peu à expliquer son logiciel, son fonctionnement, etc. Et c'est vrai que j'ai été assez fasciné de l'outil, il vous le montrera tout à l'heure. Et globalement, j'ai décidé de l'utiliser pour moi-même, en tout cas pour ma société. Et j'utilise notamment les modules de RH, management, le module commercial, et je l'utilise également pour faire du référencement naturel et du SEO. Je vous expliquerai après comment. Globalement, en RH ou en management, qu'est-ce que le logiciel EasyBrain m'apporte ? Déjà une capacité à mieux comprendre le fonctionnement de chacun et surtout le comprendre plus rapidement. Autrement dit, j'optimise le temps qui est consacré à l'entretien individuel en recrutement. J'anticipe la réaction d'une personne dans une situation donnée, une situation managériale bien sûr. Et je vais être capable d'adapter la manière de délivrer mon message à un collaborateur et donc d'obtenir la conséquence souhaitée plutôt que son opposé. Et ça, tout ça, en fait, ça se traduit par une meilleure intégration de la personne dans mes équipes. La personne, elle se sent comprise, elle se sent considérée, et les collaborateurs s'approprient mieux les attentes, la vision et le sens qu'on peut donner au travail. Et tout ça, ça a encore une autre conséquence, c'est que on a une meilleure implication individuelle, mais aussi une meilleure implication collective. Donc on a un gain de confiance évidemment dans les collaborateurs et dans le management. On a une diminution des résistances au changement et on a une meilleure implication professionnelle et notamment un gain de productivité quelque part. Donc ça c'est par rapport au module RH. C'est vraiment ce qui pour moi est le plus important au niveau d'EasyBrain. Mais on l'a dérivé un petit peu, on l'a développé et on l'utilise aussi en commerce. Parce qu'aujourd'hui, EasyBrain propose un module commercial. Jean-Marie vous le montrera tout à l'heure. Et EasyBrain en commerce, c'est une meilleure capacité à adapter les offres aux attentes des prospects. Puisque on peut personnaliser en fait, en fonction de ce qui est important pour l'autre, sa manière de prévoir son projet. On adapte les méthodes de présentation en fonction de la personnalité du client ou du prospect. Et tout ça, ça se traduit par un meilleur taux de conversion des offres commerciales en contrat. Pour vous donner un exemple, je me suis amusé à faire le calcul. Taux de conversion moyen constaté en 2019 chez Numeria, on était à 6 sur 10. Ça, c'était avant de mettre en place le module commercial EasyBrain. Et en 2021, alors j'ai sauté 2020 parce qu'avec le Covid, c'était un peu particulier. En 2021, on est à 7 sur 10. Chez Numeria, passer de 6 sur 10 en conversion à 7 sur 10, ça représente à peu près 100 clients de plus par an. C'est une personne, c'est le salaire d'une personne à temps plein chez nous, en plus, rien que par l'amélioration de notre taux de conversion. C'est des données qui ont été mesurées entre 2019 et 2021 sur les 800 premières demandes entrantes faites respectivement en 2019 et 2021 chez Numeria. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire par rapport à EasyBrain. Ensuite, on va utiliser un dérivé d'EasyBrain en fait au niveau du web. Et là, on va l'utiliser pour nos clients. Et avant de l'utiliser pour nos clients, on a commencé par l'utiliser pour nous-mêmes. Donc globalement, je vous passe rapidement les chiffres du site Numeria. Entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, comparé au 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Alors globalement, on voit que le nombre d'utilisateurs augmente de 5,7%, ce qui est assez faible. 6% de nouveaux utilisateurs, c'est stable. Et un nombre de sessions par utilisateur en progression de 2%. Autrement dit, on est sur 2 années identiques. La différence, elle se voit en dessous. Le nombre de pages vues sur le site internet Numeria a augmenté de 65%.
sur à peu près le même nombre de visiteurs entre 2019 et 2021, le nombre de pages vues augmente de 65%. On passe de 15 900 pages vues à 26 000. Le nombre de pages par session, autrement dit, le nombre de pages consultées par une personne lorsqu'elle se connecte au site internet augmente de 53%. On passe de 2,3 pages en moyenne à 3,6 pages en moyenne consultées sur le site. Et on a un taux de rebond. Donc le taux de rebond, pour faire très simple, c'est le fait de ne pas aller plus loin que la page d'accueil sur un site. Autrement dit, je rentre et je ressors. Et ben, notre taux de rebond diminue de 84%. Pour vous donner un ordre d'idée, des très bons chiffres de taux de rebond, on va être aux alentours de 20-30% déjà. En taux de rebond, ce sont déjà des très bons chiffres. Là, par exemple, on est passé de 56% à 8%. Autrement dit, on arrive à capter l'attention de la personne. On arrive à lui faire lire le site web. Et évidemment, on arrive à la faire nous contacter. Globalement, pareil, synthèse chiffrée très rapide. Augmentation de l'intérêt du site aux yeux du lecteur, ça on l'a vu. Confirmé par un taux de rebond en net recul, 84% de moins, qui génère une augmentation significative du nombre de leads entrants, puisque sur le site, on augmente de 150%. On passe de 75 leads qualifiés en 2019 à 188 leads en 2021. Globalement, si vous considérez à peu près un coût d'acquisition de l'ordre de 8 à 900 euros pour un client chez Numeria, quand vous passez de 75 à 188, si vous faites le calcul multiplié par 800 euros, vous voyez les économies qui peuvent être réalisées. Donc, rien que pour ça, voilà, je voulais être présent aujourd'hui et expliquer que EasyBrain, c'est pas un nouveau gadget, ça marche vraiment, en fait. Voilà. Donc, merci de m'avoir écouté. Merci Pierre-Louis. Maintenant, il faut que je vous montre à quoi ça ressemble. Faudrait qu'on switch dans ces cas-là. On peut switcher ? Bah voilà, génial, super. J'ai deux options, soit je vous montre à quoi ça ressemble, soit quelqu'un veut essayer de faire le test également. Sinon, il n'y a pas de... Je peux peut-être désigner des personnes volontaires. Personne veut se prêter à l'exercice ? C'est pas grave, sinon je vous montre à quoi ça ressemble, vous en faites pas, hein, c'est pas de... Serge. Allez, c'est pas grave, je vous montre. Pas... Merde, j'ai perdu la connexion internet. Ah. Voilà. C'est bon. C'est l'effet démo bien connu. Voilà, c'est ça. Ah, je pense qu'il avait... Ouais, voilà, c'est bon, c'est revenu. Alors, en fait, l'idée, c'est de poser 5 questions à une personne. Donc, vous lui posez, par exemple, vous êtes face à un candidat, vous allez lui poser 5 questions. Et sur ces 5 questions, ça va être suffisant pour pouvoir brosser ses besoins. Ce n'est pas un test de personnalité, c'est un test de besoin. C'est-à-dire, qu'est-ce que le cerveau de cette personne a besoin pour comprendre une information et pour qu'on puisse communiquer avec elle. Donc en gros, tiens, je te pose les 5 questions, dans ces cas-là, on y va. Tu triches, tu connais déjà. Je connais déjà, mais bon, après, si jamais quelqu'un change d'avis, il n'y a pas de souci. Hein. Là, allez, ça marche. Vous vous sentez plus à l'aise avec des personnes démonstratives et dynamiques ou calmes et réfléchies ? Calme et réfléchi. Ah, d'accord, je suis là. Ok, ça marche. Pour prendre une décision, mieux vaut être factuel, les détails sont importants, ou écouter son intuition ? Écouter son intuition. Le pire, c'est quelqu'un de distant ou quelqu'un de déraisonnable ? Oh. Le pire. Le pire. Quelqu'un de distant ou déraisonnable ? Distant. Vous partez en congé, tout est prêt, rien n'est prêt ? Tout est prêt. Le pire, c'est trop de sécurité ou pas assez ? Trop. Trop, pouf. Ça marche.
Donc là, j'ai un profil qui arrive, voilà. A priori, vous aimez ce qui est ordonné, un côté harmonieux, vous êtes organisé, un côté méthodique. Vous pouvez avoir des phases solitaires avant de faire part de vos idées. En retrait, si vous n'avez rien à dire, vous parlez utile. Un côté intuitif, les conflits, ça ne vous intéressera pas. Vous pouvez même vous sacrifier si ça sert le collectif et vos proches. Un sens, par contre, de la justice très fort. Vous pouvez facilement rentrer en contact. Vous n'êtes pas désordonné, c'est votre organisation à vous. Est-ce que vous vous retrouvez dans la première approche? Globalement, sauf sur la justice. Oui, ça marche. Le reste, c'est bon. Oui. Super. Enfin, l'organisation, oui, c'est Ouais. bien. Ok. Ça marche. En fait, ça, c'est quoi? C'est un premier niveau d'entonnoir. En fait, l'idée, c'est juste de voir est-ce qu'on est plutôt dedans ou pas. Et ensuite, on descend l'entonnoir. Là, ça se passe comment? Vous voyez, par exemple, tout au milieu, j'ai pour vous aider. Là, ça me donne une sorte de photographie. Et je sais que si je regarde la photographie, là, c'est noté il veut, vous voulez de la disponibilité, de l'équilibre et de la justesse. Ça veut dire que ce que je dois mettre en avant avec vous, c'est ce côté disponibilité. Par exemple, si je veux pouvoir créer un lien avec vous, il faut que je vous mette en avant que je suis disponible. Ensuite, tout en haut à droite, astuce pour la posture, c'est quelle est la posture que je dois avoir pour pouvoir m'adapter à vous. Je sais que je dois être attentionné, à l'écoute, pouvoir être curieux, chercher à vouloir comprendre et surtout questionner les détails. Si je vous permets d'avoir le sens des détails, ça va fonctionner. Donc, je vais pointer là-dessus. Pas trop les détails quand même. Pas trop les détails, c'est pas un souci. L'idée, c'est que j'ai à peu près 90% de l'information, vous voyez. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, vous voulez me donner un détail plutôt que le global. Oui. Ce qui est normal, c'est parce que y a la différence entre la personnalité et la manière dont votre cerveau fonctionne. C'est-à-dire que même si vous me dites, par exemple, bah non, les détails, je ne fais pas forcément attention, oui, mais votre cerveau fait attention aux détails. Et vous, Non, oui. c'est par rapport à votre posture. Oui, c'est ça. Alors, ensuite, on descend. Alors, je vais aller vite, hein, mais l'idée, c'est que ça vous descende ensuite sur les valeurs de l'individu et savoir comment s'adapter avec lui. Donc là, en fait, c'est là où on rentre dans le jeu des hypothèses. C'est-à-dire comment est-ce que je crée des hypothèses pour essayer de créer le discours, le dialogue avec une personne. Donc là, par exemple, le côté savoir est utile, avoir des causes à défendre, essayer de transmettre quelque chose, être tenace, s'améliorer, aider l'autre, ce sont des hypothèses que je peux essayer de mettre en avant pour essayer de mieux vous comprendre. C'est-à-dire que je vais les challenger. Je suis en entretien de recrutement avec vous, et ben je vais challenger ces hypothèses avec vous pour émettre ces fameuses hypothèses. Plutôt que de vous poser des questions, je vais émettre des hypothèses sur ces thèmes-là. L'idée, c'est que ce sont des thèmes qui vous parlent justement. Derrière, utilise ces valeurs vous pour, chez vous, tenir ses engagements, se montrer crédible, promouvoir la cohérence, agir avec justesse, exprimer ce qu'on pense, cadrer pour progresser, sont des éléments sur lesquels je vais commencer à discuter avec vous parce que vraisemblablement, ce sont des éléments suffisamment forts pour que j'obtienne des réponses et que je comprenne un petit peu comment vous fonctionnez. On est dedans? Et les mots? Oui, oui, on est dedans. On est dedans? Ça tombe bien. Mais en fait, pourquoi c'est un raisonnement d'entonnoir? C'est-à-dire que la première page, ça permet d'avoir une sorte de descripteur de risque d'erreur ou non, parce qu'il n'y a que 5 questions, vous avez vu, c'est très court. Et une fois que ce descripteur est passé, ça a permis de diminuer, cette fois-ci de rentrer dans le fonctionnement de la personne. Et en rentrant dans le fonctionnement de la personne, et ben a priori, pour que je vous mette en situation de zone de confort dans votre vie, il faut que je vous permette, voilà, le côté tenir ses engagements, se montrer crédible pour mouvoir la cohérence, exprimer ce qu'on pense, ça va être quelque chose d'important. Demain, je suis en entretien de recrutement, ça veut dire que si je veux mettre en avant les valeurs de ma société, c'est celles-ci que je vais mettre en valeur. Parce que c'est celles-ci que vous allez capter en premier, donc c'est celles-ci qui vont vous permettre d'entrer en cohérence, et donc ensuite de me dire comment vous fonctionnez. De la même manière, je vais avoir rapport à l'autorité. Elle aime les lignes de conduite stables et établies. Apparemment, la stabilité est quelque chose d'important chez vous, et une ligne directrice avec l'autorité stable est quelque chose qui va avoir une grande importance chez vous. Donc c'est quelque chose que je vais aller creuser. Pour vous intégrer ou pour vous impliquer, ça c'est un vrai tutoriel managérial. D'ailleurs, en général, ce type de fichier est envoyé également au manager après le recrutement. Ça responsabilise le manager parce qu'il ne peut pas dire « je ne savais pas, je ne sais pas comment la personne fonctionne ».
Et 2, ça permet également de savoir comment est-ce qu'on amène la personne à s'intégrer dans l'entreprise. Là, par exemple, je sais qu'il faut que je vous explique tout de suite les liens entre les services, que je vous explique un qui fait quoi, pourquoi, et que je vous donne ensuite du temps pour vous adapter. A priori, c'est ça la ligne directrice que je dois vous donner. Chez d'autres personnes, ça pourrait être noté, créer de l'informel et puis discuter autour de la machine à café. Hein. C'est en fonction des personnes. Mais vous, il faut que je vous explique les liens. Si je vous donne les liens entre les services, c'est ça qui va vous permettre de visualiser ce que vous pouvez faire. On est dedans? Ouais? Super. Pour vous impliquer, un côté sens politique, et chez vous, le sens politique, c'est surtout comprendre les enjeux. C'est-à-dire que si je ne vous explique pas quels sont les enjeux de votre poste, je n'arrive pas à vous impliquer dans votre poste. En gros, je dois vous expliquer quels sont les enjeux qui sont au-dessus de vos activités. Et si je vous explique les enjeux, à ce moment-là, je vais vous impliquer. Chez d'autres personnes, ce sera des objectifs à atteindre sur du court terme. Chez d'autres personnes, ce sera plutôt des enjeux en termes de communication, de travail sur soi. Là, je sais que c'est les enjeux de votre poste et je dois travailler là-dessus, sur l'affirmation de vous-même là-dessus. Et plus je vous permets ça, plus je vais vous permettre de vous impliquer. Vous voyez, ce système-là fonctionne comme un tutoriel managérial. Quand Pierre-Louis vous disait tout à l'heure que c'est un système qui facilite l'intégration, c'est ça qui est utilisé. Et dans d'autres sociétés également dans lesquelles je l'installe. C'est-à-dire que dès le moment de l'entretien de recrutement, on va utiliser ce système pour pouvoir poser des hypothèses, de sorte que la personne dise oui, je fonctionne comme ça, ou alors non. Vous voyez, c'est ce qui s'est passé tout à l'heure avec madame. Le premier réflexe a été de dire oui, tout, sauf ça. Oui, sauf que le sauf ça, c'est génial. Après, elle explique. J'ai pas eu besoin de poser la question. J'ai juste besoin de m'intéresser. Et le fait d'avoir émis une hypothèse, si dans l'ensemble, il y en a une qui ne fonctionne pas, elle va immédiatement le dire et on va échanger dessus. Et passer ce système d'entretien de recrutement, qui est très rapide, c'est 5 questions, c'est vite fait, on a ensuite tout un système qui permet de pousser sur les systèmes managériaux et d'aider les managers à s'adapter. Le gros avantage de ça, c'est que ça responsabilise. Un manager qui reçoit ça, 1, ne peut pas dire qu'il ne savait pas, 2, ne peut pas dire qu'il n'a pas les clés pour pouvoir aller voir une personne et qu'il n'a pas les clés pour ne pas préparer son entretien. À partir de là, il a les clés. Je passe rapidement. Hop, module managérial. Module managérial, c'est la même chose, sauf que là, c'est pour aller un petit peu plus loin, pour aider un manager à préparer un message qu'il doit faire passer. Là, en gros, c'est la même personne, donc là vous, mais lorsque vous êtes cette fois-ci en situation d'écoute. C'est-à-dire que vous n'agissez pas, vous êtes face à quelqu'un, vous êtes en situation d'écoute. Qu'est-ce que votre cerveau a besoin pour comprendre une information lorsqu'il est en situation d'écoute? Et bien là, respect, confiance, hyper important. Je veux vous sécuriser, plutôt discours de vérité. Vous serez sensible à un esprit d'équitable, de ce qui est équitable. Pour vous fidéliser, il faut plutôt que je parle, moi, manager, et vous, de votre manière d'être. Que j'hésite pas à donner un avis. L'avis ne vous fera pas peur. Plus je vous donne un avis sur ce que je pense, plus vous allez vous sentir en confiance et plus ça va vous fidéliser dans l'équipe. Et toujours comme ça, ça marche. Pour vous rassurer, cette fois-ci, je change l'avis, je suis sur le registre de confiance mutuelle. Cette fois-ci, il faut que moi, j'explique pourquoi je crois en vous et pourquoi, quand je crois en vous, il faut que j'explique ce que vous apportez aux autres. Ça va vous rassurer. Donc ça veut dire que si je veux vous fidéliser, ça veut dire que moi, manager, je dois savoir trancher un avis et je dois vous savoir quel est mon avis sur vous. Mais si je veux vous rassurer, parce que là, on est en période de doute, c'est à ce moment-là que je dois donner ma confiance. C'est important, vous voyez, parce que ce n'est pas la même chose et ça permet aussi à un manager de mieux calibrer, de mieux maîtriser ce qu'il doit communiquer. Par exemple, le fait de fidéliser ou de rassurer, c'est quelque chose qui est souvent mélangé. On a l'impression de rassurer les gens et parce qu'on les rassure, on a l'impression qu'on va les fidéliser. Et puis pouf, finalement, on se retrouve avec un turnover qu'on n'arrive pas à maîtriser parce qu'on fait tout un tas d'efforts, mais en vérité, les gens n'y restent pas. Oui, parce que ce ne sont pas les mêmes clés. Ce n'est pas les mêmes clés de communication. Je veux rassurer quelqu'un, le cerveau a besoin d'entendre ça. Je veux fidéliser quelqu'un, le cerveau a besoin d'entendre ça. Voilà, c'est toute une question d'adaptation. Tout en haut, vous voyez, astuce pour communiquer, et bien là, pareil, de la même manière, moi en tant que manager, si mon collaborateur est en situation d'écoute, et bien là, il faut que je fasse bien attention non seulement aux postures verbales et non verbales, parce qu'apparemment vous serez attentif aux signaux faibles et à la gestuelle de la personne. Toujours ? Super.
et bien se concentrer sur le côté collaboration, esprit d'équipe et utilité. Je sais que c'est ça que je dois mettre en avant de manière globale lorsque je prépare mon entretien avec la personne. Donc vous voyez, l'idée, c'est que ça, ce système-là permet d'avoir tout un ensemble, une sorte de tutoriel managérial qui permet d'utiliser le langage de l'autre. Je n'ai pas changé le cœur, je n'ai pas changé ce que je vais dire, mais par contre, je comprends dans la forme comment est-ce que je dois le dire. Tout ce système-là repose sur quoi? En fait, il y a une petite recette derrière, parce que vous allez me dire 5 questions, c'est pas beaucoup, mais en vérité, j'ai posé beaucoup plus que 5 questions à madame. En vérité, derrière les questions, moi, ce que je vais utiliser, c'est le temps de doute. Et ça, c'est l'algorithme qui a été breveté. C'est-à-dire qu'à la base, en vérité, votre cerveau, il est feignant. Le mien aussi. Mais comme il est feignant, quand je vous pose une question qui est, par exemple, qu'est-ce qui est le pire pour vous, quelqu'un de distant ou quelqu'un de déraisonnable, je me doute bien que ce sera les deux. Par contre, je vais créer une compétition entre les aires cérébrales qui va générer au final que votre cerveau va en avoir marre d'avoir une compétition entre les deux, donc il va choisir l'aire qui lui sollicite le moins d'énergie pour me répondre. Et en fonction du temps que vous avez mis à me répondre et de l'air que vous avez qui m'a répondu, ça va me donner un indicateur et tout un nuancier. Et donc en vérité, derrière les 5 questions, j'ai beaucoup plus de questions de ça puisque j'ai du temps de réponse, j'ai du temps de doute, et en vérité, j'ai plus de 90 profils derrière la machine, derrière les 5 questions. Mais c'est ça la recette, et c'est ça que j'ai breveté pour le coup, et qui est représentatif d'un fonctionnement du cerveau. Par contre, l'idée, c'est que derrière, en termes d'usage, plus on l'utilise, plus déjà on va construire une affinité, une sensibilité de la part des managers pour pouvoir dialoguer, parce qu'ils sont obligés d'avoir une posture dans laquelle ils vont avoir une certaine conviction qui est: je vais émettre des hypothèses sur toi, je vais écouter des réponses et je vais adapter mon discours. Donc en fait, ça oblige, ça visse à être beaucoup plus orienté vers l'autre. Et c'est ce que le cerveau attend. J'ai essayé d'être le plus clair et le plus synthétique possible. Je suis pile dans les temps normalement. Tout à fait. Pour qu'on puisse passer peut-être à une phase de questions. Ou alors, autre solution, vous pensez qu'effectivement on était en connivence avec madame, et il y a quelqu'un d'autre qui veut se prêter au jeu pour pouvoir vous montrer effectivement que les réponses ne sont évidemment pas systématiquement les mêmes suivant les profils. Je l'ai fait moi-même. On peut dire qu'à la CCI de Loir-et-Cher, on a fait passer 3 élus qui avaient aussi des gros doutes, et au final, effectivement, ils avaient des personnalités différentes et qui correspondaient quand même assez finement, on va dire, aux moyens de pouvoir les engager et les manager utilement au quotidien. J'ai madame qui... C'est pour une question ou... Une remarque ? Alors oui, j'ai une question déjà à propos de la version démo qui existe sur votre site. Moi, je travaille en particulier avec les collectivités qui ont également des questions autour de la RH, bien évidemment. Est-ce qu'une collectivité peut aussi prétendre à la version démo, ou est-ce que c'est exclusivement réservé aux entreprises? Comment est-ce que vous fonctionnez en fait dans une... vraiment là, c'est pour avoir un peu une idée de comment diffuser l'information, comment est-ce que moi je peux aussi être relais de ça, etc. Alors déjà, je n'ai pas de frontières pour les démos et pour expliquer le logiciel, donc que ce soit collectivité ou entreprise, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, on va dire, j'ai un esprit scientifique, j'ai tendance à chercher à démontrer ce que je dis, donc plus je peux faire de démos, mieux ça me va. Donc après, si vous souhaitez qu'il y ait des démos de fait, j'ai pas de problème. Je ne sais pas si c'était l'objet de votre question, c'était ça? Si. Et puis en termes de coût aussi, avoir une idée globale du montant qu'un outil comme celui-ci pourrait coûter. Est-ce qu'il est utilisable à l'infini ou pas? Est-ce qu'il y a des mises à jour qui sont faites aussi régulièrement? Voilà, un peu sur ce fonctionnement-là. Et puis après, si je peux me prêter au jeu, moi je serais ravie. D'accord, ok. Alors d'abord sur le coût, c'est un fonctionnement par abonnement en général. Voilà, qui est de l'ordre d'à peu près 40 € par mois, voilà, par utilisateur. Et après, c'est dégressif en fonction du nombre d'utilisateurs et de l'utilisation. C'est pas la même chose quand je l'utilise pour une PME que quand je l'utilise pour un cabinet de recrutement, voilà, ou quand je l'utilise pour un grand groupe qui fabrique des pneus. C'est pas la même volumétrie.
Ensuite, je fais également des développements spécifiques. C'est-à-dire qu'on peut me demander... En fait, c'est construit comme un réseau, comme un cerveau artificiel. Donc ensuite, si on me demande par exemple, je veux une suite pour pouvoir permettre de mieux gérer les conflits, eh ben, je vais développer un module spécifique dans la gestion de conflits. Et dans ces cas-là, le cerveau de telle personne, lorsqu'elle est en conflit, qu'est-ce qui se passe et comment je fais pour y répondre? Vous voyez, par exemple. Donc là, ça va être des développements très spécifiques que je vais rajouter en module sur la base de l'algorithme existant. Là, c'est quand on pousse un petit peu plus loin le curseur. Mais sinon, c'est sur la base d'un abonnement, en mode SaaS. Bon, j'ai 5 questions à vous poser. Alors, attendez, je crois que... il y a une- Non, je vous donnerai l'enveloppe, par contre, après... Oui, il ne faudra pas trop le médiatiser non plus. Il y avait une question. Oui. Et si vous voulez, on le fera après, comme ça. Il y a pas de... Moi, je voudrais Oui. savoir comment vous accompagnez les managers, parce qu'une fois qu'ils ont ces informations-là, vous avez une aisance dans l'accompagnement, en fait. Mais comment vous accompagnez les managers à gérer toute cette matière? Alors, déjà, je les forme avec une petite formation courte. En général, c'est une petite formation de 2 heures. Vous avez vu, c'est très ergonomique, c'est très simple. Donc, ça se prend en main super facilement. Et il y a aussi un module smartphone. Donc, les gens se prennent au jeu très facilement. Par contre, après, il faut l'animer. Donc, pour l'animer, ça, en général, je rentre, je pense que vous avez vu un petit peu, même avec les personnages que je mets, j'essaye d'avoir un petit fonctionnement un petit peu décalé, un petit peu uluberlu, que j'aime bien. Mais derrière ça, c'est également quelque chose qui va capter l'attention des gens. Donc je vais régulièrement, par exemple, toutes les semaines, avec mes clients actuels, j'envoie des vidéos, soit des sketchs, soit des vidéos d'1 minute ou de quelques secondes qui rappellent un fonctionnement, qui rappellent une manière de faire, qui mettent en situation. Et je n'arrête pas de ressasser des mises en situation différentes dans l'utilisation du logiciel avec un petit côté sketch. Et de manière générale, je vais également moi-même appeler les managers, les voir, pour voir comment ça se passe, comment ils l'utilisent. En gros, je vais avoir une démarche proactive, c'est-à-dire que je ne déploie pas le logiciel pour ensuite le laisser tourner. Il y a tout un accompagnement qui se fait pour que ça s'ancre dans les habitudes. Mais ça se fait petit à petit. Et le ludique marche très bien. Voilà, si je peux me permettre d'intervenir par rapport à ça, étant moi-même client de SmartBrain, effectivement, quand il nous a livré le logiciel, que ce soit mon associé, moi-même ou les 3 managers qui l'utilisent au sein de notre structure, ils ont été accompagnés quasiment pendant 1 an. Ouais. Alors, à raison de 2 fois par mois à peu près, en moyenne, pendant 1 an. Et aujourd'hui, effectivement, ils sont autonomes sur l'outil, ils connaissent un petit peu les pièges à éviter, ils savent mieux l'utiliser, mais par contre, effectivement, cette formation-là est indispensable pour ne pas en faire n'importe quoi. Oui, est-ce que vous avez des tests de cohérence qui permettraient de voir l'évolution d'une personne par rapport aux réponses qu'elle peut formuler à un instant donné et ensuite avec un laps de temps? Parce que je ne suis pas certain que tout le monde réponde de la même façon à différents moments. Et puis, est-ce que vous avez un module qui intégrerait une version un peu 360 degrés? Parce qu'il y a la façon dont la personne va vous répondre, et puis il y a celle dont son manager ou son père peut l'avoir, qui peut être assez différente, et comment ça pourrait être intégré dans votre système? Elle m'arrange votre question parce que ça me permet de faire une transition sur une autre fonctionnalité. Je vous enverrai le chèque. Alors, je vais répondre d'abord par la fin de votre question et ensuite je vais répondre au début. D'abord, il y a un effet miroir. Vous avez vu ici, il y a un système « non, je ne peux pas poser de questions ». Ça, c'est fait pour vous permettre de poser des impressions sur quelqu'un, pour permettre d'avoir une vision 360. Alors là, je vais activer ce que vous avez peut-être lu de temps en temps dans la presse qu'on appelle les neurones miroirs. Là, c'est une sorte de représentation différente, mais avec l'algorithme de ça. C'est-à-dire comment en miroir je vous vois. Est-ce que cette personne face à moi me semble, par exemple, plutôt démonstrative ou calme et réfléchie? Est-ce que cette personne m'a l'air plutôt factuelle, intuitive? Est-ce qu'elle a l'air plutôt dans le dialogue ou elle cherche du résultat? Est-ce qu'elle a l'air organisée, plutôt souple? Et ainsi de suite. Et ça va vous donner également une indication de profil que vous pouvez croiser avec les réponses de la personne pour voir la distance entre votre impression que votre cerveau a sur lui et la personne dans la manière dont elle se voit.
C'est très pratique pour faire justement une vision 360, mais c'est également très pratique pour essayer de comprendre une personne, un individu, mais on sent que si on lui pose des questions, il va y avoir un blocage, il va y avoir un truc, il va y avoir un bug dans la matrice quelque part, mais on veut quand même émettre des hypothèses, on veut quand même créer le dialogue, et bien on va utiliser cette fonctionnalité-là, et ensuite on va émettre des hypothèses. Donc ça, c'est pour la dernière partie de votre réponse. Ensuite, pour la première partie, sur le côté distance temporelle entre le moment où je réponds, je peux avoir des changements, et le moment où je ne répondrai pas forcément. Alors ça, c'est un système assez stable parce que ce n'est pas un test de personnalité. C'est-à-dire que vous ayez 25 ans ou que vous ayez 40 ans, il y a de grandes chances que si vous avez une bonne mémoire visuelle, dans les deux cas, vous continuerez à avoir une bonne mémoire visuelle. En fait, c'est assez stable dans le temps. Par contre, derrière cette stabilité-là, on a tous à un moment des écueils, des choses, je sais pas moi, un divorce qui se passe mal, un décès, etc. Où là, vous allez avoir des marqueurs forts et c'est là où vous allez avoir l'évolution. Mais dans tous les tests que j'ai faits, là sur la version finale, je suis à plus de 3000 tests, la distance entre une réponse à un mois donné, par exemple le mois de janvier, et une réponse un an, voire un an et demi après, vous obtenez à peu près les mêmes résultats. Par contre, à l'intérieur de ça, vous avez un petit nuancier. Et dans ce nuancier-là, vous allez avoir des familles. C'est-à-dire que peut-être que vous allez être dans une famille, allez, je sais pas, moi je vais dire, allez, je vais prendre un profil plutôt cartésien, sauf que dans les profils cartésiens, vous avez quelques granularités. Et votre évolution va se faire à l'intérieur de cette famille de cartésiens. Mais vous resterez quand même un cartésien. Ça restera stable. Je sais pas si ça répond à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres... Jean-Marie, on a... Je vois, ouais. C'est juste que je vois qu'il y a une question. Où ça ? Je préfère faire passer les questions avant, et puis après, si on veut faire le test, à la limite, on peut se voir après, il n'y a pas de souci. Oui, bonjour. Ah, il n'est pas évident ce micro, hein. Il était traître celui-là. Ce serait pour en savoir plus sur l'application au niveau du trafic site web, par exemple, dans l'exemple que vous avez donné au début, la façon de... Ah. Pardon. Alors, pour répondre en fait au niveau trafic site web, comment ça fonctionne? Après avoir utilisé le logiciel EasyBrain, parti d'un principe simple qui était de dire si Jean-Marie est capable, enfin SmartBrain, 90 profils, on est aussi capable de déterminer 90 zones sur un site internet, capable de générer une interaction avec l'utilisateur. Et donc en fonction des contenus que Jean-Marie et son équipe ont rédigés, en fait une page va vous parler plus à vous et une autre page qui va dire à peu près la même chose mais avec des mots différents va plus parler à madame qui est assise à côté de vous. Et donc en fait en fonction de ça, on va arriver à augmenter le taux de transformation et également on va réussir à travailler par rapport au robot de Google, puisque si vous maîtrisez un petit peu le référencement naturel, vous savez que Google sommairement va analyser un site, va lui mettre, bon, je synthétise, hein, une note, et plus cette note est élevée, plus votre résultat dans les résultats de recherche seront bons. Et le premier outil que Google utilise pour classer ses sites, c'est le contenu du site internet. Et donc plus votre site internet va avoir un contenu riche avec un champ lexical, un vocabulaire développé, plus votre notation va être importante et plus vous aurez tendance à remonter dans les résultats. Je ne dis pas que c'est le seul critère, mais en tout cas ça fait partie des critères les plus importants. Et donc en utilisant en tout cas le savoir-faire de SmartBrain, justement on arrive à optimiser ces chiffres-là, augmenter le taux de transformation, parce qu'en fait on arrive tout simplement à impliquer le lecteur dans le site internet. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, c'est clair. Voilà. Bon, j'ai 5 questions à poser ou pas, je sais pas. On peut. On a 3 minutes, encore 3 minutes. On peut dépasser de quelques minutes. Ça vous dit ? On y va ?
Oui, merci. Ok, alors vous êtes plus à l'aise avec des personnes démonstratives et dynamiques ou calmes et réfléchies? Le premier. Pour prendre une décision, mieux vaut être factuel, les détails sont importants, ou écouter son intuition? Le premier. Le pire, c'est quelqu'un de distant ou quelqu'un de déraisonnable? De distant. Vous partez en congé, tout est prêt, rien n'est prêt? Rien n'est prêt. Le pire, c'est trop de sécurité ou pas assez? Trop. Trop. Hop. Alors, vous aimez ce qui est nouveau et stimulant. La vie est faite pour se faire plaisir. Vous pouvez avoir un petit côté excentrique ou faire le chose qui compte, c'est aussi de marquer. Vous pouvez fuir la routine, les environnements figés peuvent vous fatiguer assez vite. Vous savez vous exprimer dans l'improvisation. Une fois en confiance, vous êtes quelqu'un d'affectueux, fidèle, permettant à chacun de se sentir à l'aise sans être jugé, très sensible aux émotions des autres. C'est la première chose que vous observez chez eux. C'est assez juste. Hein. Ouais, Ouais, c'est juste. Donc si par exemple vous, il faut que je vous donne du dynamisme et de la liberté. Besoin de se sentir libre, du dynamisme. Je veux m'occuper de ma posture pour m'adapter à vous. Il ne faut pas que j'hésite à me montrer jovial, avenant. Il ne faut pas que j'hésite à faire de l'humour avec un sentiment de décontracté. Et Oui, c'est ça. On peut aller boire des coups ensemble, quoi. Ouais, super. Je vais creuser un petit peu. Hop. En termes de valeur, si je peux bousculer la routine, bousculer la routine, avoir de l'ambition, assumer ses choix, être crédible, est quelque chose d'important. En termes de valeur sociale, chez vous, l'égalité des chances, rester optimiste est quelque chose de très important. Mais chez vous, la réussite, c'est pas la réussite forcément pour la carrière. Il faut savoir réussir pour pouvoir en profiter derrière. Ça, c'est quelque chose d'important. Et un sentiment de créer de la cohésion. D'ailleurs, on le retrouve avec le rapport à l'autorité. Le responsable doit communiquer le plaisir de faire les choses. Plus il communique le plaisir aux autres de faire et d'aimer leur métier, plus vous, ça va vous impliquer également dans l'équipe. Oui. Oui, je suis un peu bluffée quand même. Je trouve que Oui. c'est assez dingue. Et pour avoir déjà expérimenté des outils, même avec des ergonomes, ergothérapeutes, des choses justement sur... avec des comportementalistes, etc. Je trouve que là, c'est assez flagrant et c'est très efficace. Enfin, les mots sont vraiment bien choisis. Ouais, je suis assez bluffée. Donc vraiment, je le dis rarement, mais ouais, c'est bien. C'est vraiment bien. Écoutez, c'est moi le concepteur, donc j'en suis forcément content. Je m'étonne même. Alors, je suis arrivée un peu à la bourre, mais je ne sais pas depuis combien de temps cette solution existe, mais je trouve ça assez dingue, même que ce ne soit pas plus exploité. Ah bah ça, c'est le but. Mon entreprise est encore jeune. Bah horrible, non, mais il aurait été différent. Non, parce que en fait, vous voyez, par exemple, là, on a un profil différent d'avec la dame de tout à l'heure. Oui, après, alors, je vais... D'accord. En fait, tous les profils, comment dire, là, je vais vous en montrer un. Vous voyez, par exemple, ça, c'est le mien. Voilà, calme, réservé, je m'ennuie rapidement, je suis mes propres règles, mes propres principes, je comprends facilement le connaît technique de choses. Moi, j'ai besoin de bouger, mes décisions sont objectives, factuelles. Voilà, c'est ça. Moi, ce que j'attends, c'est de la performance, des gains. Vous voyez, je ne suis pas du tout sur le même profil qu'on a lu tout à l'heure. Si je vous prends ici, moi, suis l'autorité, moi, c'est suis ses propres règles et préfère imposer son rythme. Bon, en gros, je suis plutôt fait pour créer ma boîte. Et pour répondre sur la différence, déjà, je commence sur la différence. Vous voyez, on a des profils très différents selon les personnes. Après, vous allez avoir, ce qu'on va avoir, des comportements réels et des comportements adaptés. C'est-à-dire qu'il va y avoir des familles de comportements qui vont être plutôt proches, et là, c'est votre cas, et des familles de comportements qui sont légèrement plus éloignées. Là, par exemple, c'est mon cas avec ce profil, avec le vôtre. C'est-à-dire qu'il y a des familles qui sont proches où les personnes vont quand même se retrouver plus ou moins, et d'autres, ils ne vont pas du tout se retrouver. Par contre, si vous rentrez dans le détail, vous verrez que, par exemple, chez madame, le côté égalité des chances va avoir beaucoup plus d'importance de ce côté-là que de ce côté-là. Parce que c'est un profil marqué, ce n'est pas un profil adapté. Voilà, c'est ça la distance. Mais évidemment qu'entre les personnes, on a de temps en temps des frontières un peu plus fines entre des comportements, donc des gens qui sont un peu plus proches.
Mais là, je pense que ça correspondait. Enfin, c'est ce que vous avez dit en tout cas. Vous avez parlé de 90 profils, Ouais, je crois, un peu tout à plus, l'heure. Ça représente combien de pourcentage de la population? Ah, on va dire ça couvre les 100%, mais après, il y a un nuancier. C'est-à-dire qu'il y en a que je vais voir apparaître à peu près dans 7% des cas, d'autres dans 11% des cas, d'autres dans 3% des cas. Il y a voilà. Le nuancier va être à l'intérieur de ces familles-là. Okay. Donc vous détectez tout le monde, mais avec des proportions, voilà. C'est ça. Ok. Alors, je détecte les cas, entre guillemets, sains. Pas les cas cliniques. C'est encore autre chose. Bon. Ouais. Écoutez, merci beaucoup, messieurs. De toute façon, vous partez pas tout de suite, vous restez un petit peu, vous serez identifiable peut-être de l'espace café s'il y a des questions complémentaires. Donc, merci beaucoup de nous avoir présenté cet outil qui est inspirant et qui amène évidemment à s'intéresser aux personnes qu'on manage. C'est ça aussi le message qu'il faut passer, c'est que bien manager, c'est aussi être curieux, empathique et s'intéresser à ses collaborateurs. Et bien, écoutez, on se retrouve dans une demi-heure pour le dernier atelier de la journée sur les plans de continuité d'activité et de poursuite d'activité dédiés notamment au numérique. Merci à tous de votre attention.